Mesdames et messieurs, chers amis, honorables participants à cette assemblée, quelle joie et quel honneur, après ce lancement prestigieux, éclairant, d'ouvrir notre première table ronde entourée de personnes investies et dont l'excellence, comme vous le verrez vite si vous ne les connaissez déjà, dans leurs domaines respectifs, va nous interroger durant l'heure qui vient, ainsi que vous l'avez dit, sur le patrimoine africain au service des industries créatives et culturelles. Alors nous aurons le plaisir d'accueillir successivement 5 panélistes que je vais convier à nous rejoindre. Donc je les présenterai à tour de rôle. Je vous convie, Johanna, Marem, je vous présenterai successivement quand nous démarrerons. La princesse Fatimata Poumié, Johanna Svanike, je vous présenterai tout à l'heure Marem Malong, la princesse Fatimata Poumié, qui est ici. Olivier Laouché nous a-t-il rejoint, ainsi que Khazir Khairi. Voilà. Il nous manque un invité qui doit arriver. Bon, on jonglera de toute façon. Vous avez compris que le temps est très ajusté ce matin, ou ajustable, donc on fera dans la mesure du possible. Et effectivement, nous avons la chance d'avoir parmi nous Johanna Svanike. Thanks to be with us. Johanna nous fera son propos en anglais. Johanna, vous êtes avocate de formation. Vous êtes diplomate ghanéenne, vous avez été ambassadrice du Ghana en France et auprès de l'UNESCO, de l'OIF et de l'OCDE. Vous êtes également fondatrice et présidente de la fondation AXA, Heritage and Cultural Society of Africa. Au cœur même de ces problématiques d'héritage, pilier conceptuel de votre fondation, vous avez prévu de nous partager aujourd'hui non seulement la vision et les programmes développés par AXA, mais aussi, et nous l'avons d'ores et déjà entendu avec les précédentes interventions, comment une certaine valorisation du passé peut et doit servir à bâtir l'avenir. Johanna Svanike, you have the floor, please. Your Majesty, King of Bamund, Your Excellencies, Madam Chairperson, my dear brother Pierre de Gaitan, brothers and sisters, good morning and greetings from Ghana. My name is Johanna Svanike. I'm the founder and president of the Heritage and Cultural Society of Africa. It's my honor and privilege to speak to you today in English, with my apologies, on the topic of African heritage in the service of creative and cultural industries. First of all, I'd like to thank my dear brother, Pierre de Gaitan, for inviting me to give this keynote speech on the occasion of the 10th anniversary of the GNDA. I'd like to begin by stating that, in my opinion, valuing our heritage and culture goes far beyond using it to develop or service our creative and cultural industries. The impact of consciously embracing who you are and appreciating where we come from is far-reaching. Yes, definitely far-reaching commercially and economically, but also socially, for the success and well-being of the individual, and also from the point of view of the success and well-being of the larger community. We don't need to go far to see examples of the economic benefits of heritage and culture. Here in Bordeaux, the wine-producing culture has had a profound impact on the economy of the city, most vividly demonstrated by the highly successful Cité du Vin project spearheaded by our own dear sister, Sylvie Caz. From perfume to fashion, from cheese to champagne, the French are masters of making the best of their heritage and convincing the rest of the world that their products are the best. One might ask, how does a tower of steel represent love? But that's what we have all been led to believe about the Eiffel Tower. In Ghana and Côte d'Ivoire,
we grow cocoa, but Switzerland and Belgium are the countries best known for chocolate. Nevertheless, some of the best chocolates I have ever eaten were produced in Ghana. Nevertheless, in England, we know it as the country of tea, and yet the best tea is grown and drank in India and Kenya. It is therefore important that we value what we produce and we add value to it. I'd like to tell you the story of how I met Mr. Edmond Poku, the owner and CEO of Niche Cocoa Factory, because that story has something to do with Bordeaux. As ambassador, I led a delegation of French politicians and business people to Ghana when I was here in France. This included a visit to the Touton cocoa processing factory in Ghana. I found out that day, to my astonishment, that Touton had bought the factory from Mr. Edmond Poku, a Ghanaian entrepreneur who had built a bigger, better factory to be able to produce chocolate as well as process the cocoa. I set out to meet this person and see his factory. His chocolate is delicious and it's called Niche Chocolate. Last year, Mr. Poku opened his first factory in the United States of America. The importance and impact of knowing who you are, where you come from, and connecting with your roots should never be underestimated. Heritage sites like the forts and castles in Ghana, associated with the transatlantic slave trade, or the Kwame Nkrumah Memorial Mausoleum, are heritage monuments and sites where fees are collected from tourists who visit them. But their significance is far more important. Beyond that, they are sites of history, memory, and pilgrimage, where the African diaspora can return to learn about and reconnect with their roots. Therefore, Eric Adams, the current mayor of New York City, chose to come to Ghana for the Haxa Sankofa experience before he took office. He came to connect with his roots, and we visited many of these heritage sites with him. The Sankofa bird in our logo means learn from the past to succeed in the future. This year, the Haxa Summit will take place on July 24th in Ghana, and you are all invited. Knowing where you come from and taking pride in it is a strong foundation for success in everything you do. So at the Haxa Foundation, we have created the Sankofa Young Leaders Fellowship because we believe that young people born in the diaspora should have the opportunity to visit Africa, to learn about their history and visit their sites of heritage. We encourage them to consciously become part of the African diaspora community. Belonging is important and something we all need. Being conscious of our history, heritage, and culture grounds us. So by being here today, by celebrating our heritage and supporting each other in various ways, we contribute to something with far wide-reaching impact, something bigger than ourselves, something which helps our community to grow and to thrive. Bringing the Francophone diaspora and the Anglophone diaspora closer together through Haxa and JNDR is something PDG and I have been working very hard on. Finally, I'd like to address the need to celebrate those who are gifted and talented in the creative arts. Young African Mozarts and Van Goghs have been forced by parents and teachers to become doctors and lawyers. We need to value and encourage creativity in the youth and understand the role it plays in the creative economy. An example is the legendary Nigerian musician, Davido, who broke down the barriers to Afrobeats music internationally. His father was adamant that he did not want his son to be a musician. Now, Afrobeats have taken the world by storm. I rest my case. Thank you. Thank you, Johanna, for this beautiful address. Chers amis, j'aimerais retenir à chaque intervention quelques mots-clés. Et évidemment, Johanna, vous nous avez mis le doigt sur la notion d'héritage qui est au cœur de la Fondation, ainsi que je le disais, mais aussi sur le belonging, sur les appartenances, sur les gifts, sur les talents.
Et je redirai un dernier mot qui nous est cher à tous, qui est au cœur de cette table ronde, qui est le terme de culture. J'aime beaucoup ce terme de culture dans sa philosophie, puisqu'il a su marier à la fois l'intelligence de l'esprit et l'intelligence du geste. Ce n'est pas pour rien que nous avons la culture artistique et en même temps l'agriculture qui émane de ce même lieu. Et il se trouve que pour sa racine latine, cultura signifie prendre soin. Prendre soin de la terre, mais prendre soin des individus que nous sommes, prendre soin de nos aînés, prendre soin de nos jeunesses. Et je pense que tout le travail que vous faites, Johanna, au sein de la Fondation, c'est ce soin que vous apportez aux individus et aux idées, et on vous en remercie. Alors, il nous semblait intéressant, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, de faire écho à un exemple particulier de transmission sur le temps long, un exemple que Sa Majesté le Roi a contextualisé dans son propos inaugural, à savoir la tenue d'une cérémonie, d'une Ngwon, un événement qui non seulement transcende les âges d'une communauté humaine, celle des Bamoun, mais marque de toute sa contemporanéité la relation à son renouveau. Pour emporter la parole en cette assemblée, qui de plus instruite que vous, docteur Fatimata Poumié, vous êtes pharmacienne, et si le temps nous était donné, nous pourrions bien entendu dire en quoi cette qualité participe à votre vision de la vie. Mais vous êtes aussi princesse du royaume Bamoun et plus particulièrement présidente d'une Ngwon. Votre intervention va précisément porter sur la valorisation contemporaine d'une Ngwon comme levier du développement du royaume Bamoun et contribution au patrimoine culturel mondial. Docteur Fatimata Poumié. Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun, Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre marraine de l'événement, Mesdames et Messieurs à vos titres et grades respectifs, bonjour. Alors, je vais vous parler de la culture Bamoun à travers le Ngwon. Je vais vous dire ce que c'est que le Ngwon, et comment il se déroule. Et le Ngwon, en ce moment, la candidature du Ngwon a été soumise pour son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette liste a été établie par la Convention 2003 de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, en même temps, je vais vous parler des enjeux de l'inscription de cet événement culturel sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors, c'est quoi le Ngwon? Le Ngwon est une pratique rituelle, sociale et festive, donc, qui a été créée à la fondation du royaume Bamoun à la fin du XIVe siècle. Le royaume Bamoun est situé à l'ouest du Cameroun, en Afrique centrale. C'est un élément significatif de la diversité culturelle du Cameroun, inventorié par le patrimoine culturel national, dont les atouts ont déterminé la candidature soumise pour son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le Ngwon se déroule, à l'époque, le Ngwon se déroulait à la fin de chaque année, tous les ans, au lendemain des récoltes. Mais avec l'évolution du temps, le Ngwon est aujourd'hui biennal. La célébration du Ngwon est aujourd'hui biennale et se célèbre à la fin de l'année, au cours du mois de novembre ou de décembre. Les rituels, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Ngwon, ce sont des cérémonies rituelles, sociales et festives. Les rituels du Ngwon se culminent le week-end, de vendredi à dimanche. Alors, comment se déroule le Ngwon? Il y a 7 activités qui se font pendant le Ngwon. Le Ngwon commence d'abord par le Kangwon. Le Kangwon qui est l'annonce du Ngwon. Et il débute
une annonce, elle débute, excusez-moi, par des rituels. La date de la célébration, les dates des célébrations sont proclamées à la place des actes du royaume par le monarque en présence des membres de la société secrète. Une procession de notables est dépêchée sur la place du marché pour relayer l'information auprès de la communauté. La deuxième étape, c'est le shirum, c'est-à-dire la collecte des complaintes auprès de la population. Dès l'annonce de l'événement, les Fonangwen, qui sont les chefs rituels de la société secrète du Ngwen, disséminés dans le territoire du royaume Bamoun, recueillent les complaintes de la population sur l'état du royaume et la qualité de l'administration de son monarque. La synthèse de ce sondage est un rapport de renseignement appelé Nshemungu. Ensuite, il y a le Nyamgwen. Le Nyamgwen qui est la remise des offrandes au monarque. Les membres actifs de la communauté, les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, les artisans et autres corps de métiers traditionnels apportent des offrandes au monarque, une meilleure sélection de leurs produits en offrande. Le monarque redistribue ces dons en péréquation et constitue des stocks de réserve dans le palais en prévision des disettes. Ce rituel des offrandes est le baromètre de la santé économique du royaume. Nous avons également la quatrième étape qui est le Nyingwen, l'entrée de la société secrète au palais. Ça se passe le vendredi, un vendredi, à la tombée du crépuscule. C'est l'entrée des chefs rituels issus du territoire du royaume. Il s'ensuit une veillée réservée aux initiés, au cours de laquelle des chants et une danse rituelle du Ngwen sont exécutés avec des instruments rituels. Ils tiennent également, les membres de la société secrète, un conseil liminaire avec le Fon. Le Fon, c'est le monarque, sur le rapport des complaintes recueillies dans les populations. La cinquième étape consiste au Chapam, qui est la collecte des médecines traditionnelles. Le samedi aux aurores, le monarque procède sur l'esplanade du palais royal à la fouille des sacs présentés par des agents de la société secrète comportant des médecines traditionnelles recueillies à travers le royaume. Le fonds collecte et capitalise ses ressources à vertu thérapeutique et exotérique aux fins de partage communautaire, de contrôle éthique et de la consolidation de la sacralité du pouvoir royal. Une étape qui est très prisée des populations, c'est le Kamfon, le jugement du monarque. Le monarque est soumis à un procès public sur le bilan de la gouvernance à la place des actes du royaume. Debout devant le trône, le justicier du royaume plante 2 lances, synonymes de levée de l'immunité royale et d'ouverture de son jugement. Les agents rituels du Ngwen prononcent des réquisitoires tirés des complaintes recueillies dans la communauté. Et il y a le Fit Kindi, qui est le son du grand tambour d'appel et marche de ralliement. L'issue favorable du procès public du FON donne lieu à des réjouissances populaires qui culminent le dimanche matin par l'appel du grand tambour suivi d'une grande marche carnavalesque du palais royal vers la porte des tranchées de Fumban avec un retour triomphal vers le palais. Et ces activités du Ngwen se terminent par le Yom Chut, qui est le tour rituel du palais. À terme, les notables intronisateurs effectuent un tour rituel du palais avec le roi, après un rituel secret effectué dans le caveau royal. Ils procèdent à un rituel de réactualisation de la légitimité du monarque, et ce dernier
est reconduit pour un nouveau mandat jusqu'à la prochaine édition du Ngwen. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de Ngwen dont la candidature a été soumise pour son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Et quels sont les enjeux d'une éventuelle inscription? Nous avons l'amplification de la visibilité internationale du Ngwen et son attractivité, le renforcement des mécanismes de sauvegarde et de transmission du Ngwen, le développement des opportunités touristiques autour du Ngwen, le développement de la création des richesses autour du Ngwen, la contribution au développement durable dans la communauté Bamoun, le développement autour du Ngwen, de l'ouverture à l'international, des créateurs artistiques et des acteurs locaux dont le savoir-faire lié à l'artisanat traditionnel, le renforcement du dialogue interculturel autour du Ngwen, le développement de la recherche scientifique et des opportunités de coopération internationale autour du Ngwen, la sensibilisation accentuée sur le patrimoine culturel immatériel du Cameroun. Alors, je vais vous donner rapidement le Ngwen, je vais vous parler du Ngwen, les 5 dernières éditions du Ngwen en chiffres. En 5 ans, le Ngwen, c'est 1 775 325 visiteurs sur le plan national et international, sur 6 sites de manifestation, dont 6 hectares de foires, expositions, ventes, aménagés aux normes internationales, 800 exposants, 730 partenaires et sponsors, 150 prestations artistiques des artistes locaux et nationaux. Sur le plan médiatique, nous avons 68 partenaires médias, 942 publi-reportages, 795 interventions en direct sur les plateaux TV, 16 retransmissions en direct sur les 3 médias principaux du Cameroun. Comme le disait tout à l'heure le Premier ministre Lionel Zinsou, du point de vue économique et culturel, le Ngwen est une force. Et nous devons profiter de cela. Et nous faisons appel à tous ceux qui veulent faire le partenariat avec le Ngwen, tous ceux qui veulent nous accompagner dans le lobbying du Ngwen pour son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité, de se rapprocher de nous. Nous avons une adresse email qui est fondationwanjoya, en un seul mot, @gmail.com, et les numéros de téléphone plus 237 699 91 82 29, plus 237 699 64 42 06. Je vous remercie. Merci pour ce propos éclairant et on vous souhaite plein succès dans cette candidature. J'en profite pour vous dire qu'il y a un autre aspect lié à la culture Bamoun qui avait retenu mon intérêt dans le travail fait avec l'UNESCO, où nous avons publié « J'écris la paix ». Cela rejoint le propos de Sa Majesté sur la paix. Et il se trouve qu'on a accordé une double page à l'écriture des Bamoun par l'intermédiaire de notre ami Pierre de Gaëtan et de Tchare Omarou, où il y a eu un travail en amont. Vous voyez donc la culture universelle aux côtés de l'écriture arabe, de l'écriture cyrillique ou de l'écriture chinoise. Voilà aussi comment nous pouvons diffuser tous ces éléments ensemble. Alors, avant de voir un troisième volet de notre esquisse du jour, et pas le moindre, celui de la place essentielle des arts, j'aimerais que nous fassions une halte à la fois éclairée et éclairante sur un aspect déterminant de notre propos, celui de la reconnaissance même de ce patrimoine mondial africain. Les faits ayant décidé de nous accompagner dans cette envolée, nous avons le grand honneur et privilège d'accueillir parmi nous l'excellent Khassi Khehairi,
Vous êtes juriste, vous êtes universitaire et diplomate, vous avez été ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO et de l'OIF, et vous enchaînez les titres, responsabilités et récompenses prestigieuses pour un travail multiple, incluant la vice-présidence du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO et la présidence du comité des conventions et des recommandations. On comprendra donc que vous soyez tout particulièrement précieux par rapport à notre thème du jour, puisque vous allez questionner la place accordée à l'Afrique dans le patrimoine commun de l'humanité. Khazir Khairi. Bonjour tout le monde, Majesté, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Excellence, cher Njikam, parce qu'à Tunis, on ne l'appelle pas Pierre de Gaëtan, on l'appelle Njikam, et c'est mon frère. Et je suis très très content d'être parmi vous ce matin, en ce moment hautement symbolique, les 10 ans des Journées nationales des diasporas et d'Afrique. L'idée est née à Tunis de ces journées. Il sirotait, comme on dit à Tunis, une citronnade, et il avait commencé à esquisser les contours de ce qui nous réussit aujourd'hui brillamment, un moment hautement significatif, hautement couru, et je suis plus qu'honoré d'être invité pour intervenir dans un panel si relevé. Je veux vous entretenir d'une anomalie. L'anomalie est la suivante. L'une des plus belles inventions du système multilatéral des Nations Unies est le système du patrimoine mondial. En 1972, la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel et naturel a été signée. C'est aujourd'hui le texte juridique le plus consensuel de tout le système des Nations Unies, puisque le 19 mai dernier, le 195e État, qui est Tuvalu, a rejoint la Convention, faisant d'elle l'un des textes les plus partagés par la communauté internationale. C'est dire que créer un texte pour protéger, valoriser le patrimoine, apporter une réponse à une attente qui s'est fait attendre longtemps pour le travail multilatéral. Aujourd'hui, cette convention est la chose qui fait que l'UNESCO soit connue dans le monde. Pourtant, cette organisation fait de très belles choses par ailleurs. Malgré cela, c'est le système qui est très couru aujourd'hui de l'inscription sur la liste du patrimoine culturel et naturel. Elle a été suivie par d'autres textes. Vous venez de parler de celle de 2003 sur le patrimoine immatériel. Il y a d'autres systèmes d'inscription. Je pense aussi au patrimoine documentaire, le système Mémoire du Monde. Mais la pierre angulaire et la pépite reste la Convention de 1972. Pourquoi j'ai parlé d'anomalie? Parce que ce succès a fait que les États aujourd'hui concourent, sont dans une compétition très forte, très effrénée, pour inscrire leur site sur cette liste prestigieuse. À la veille de la 45e session du comité qui va se tenir à Riyad en Arabie Saoudite en septembre prochain, nous comptons 1157 sites inscrits. Et c'est là où je mets un pied dans l'anomalie. Combien y a-t-il de ces 1157 sites, de sites africains? Il y en a 139 seulement. Et c'est là l'anomalie à mes yeux. Parce que l'idée de cette liste, et d'ailleurs elle s'appelle liste représentative du patrimoine mondial, peut-elle être représentative quand il n'y a que 139 sites africains, quand on connaît la richesse de notre continent, la richesse en tout point de vue, que ce soit le patrimoine naturel ou le patrimoine culturel. Alors, par quoi on explique cette anomalie et comment, si vous me le permettez, et Monsieur le Président me le permet aussi, de vous faire une proposition à la fin de mon propos. Alors, cette anomalie revient, de mon point de vue, à l'accession tardive de la plupart des États africains à l'indépendance, et ces États ayant accédé tardivement ne se sont affairés aux questions culturelles et patrimoniales que tardivement. Deuxièmement,
le système d'inscription nécessite une maîtrise technique et un savoir-faire technique que certaines autorités chargées de la culture dans nos pays n'en sont pas pourvues. Cela a creusé un écart, et si je vous dis que l'Afrique, donc avec ses 139 sites, n'a que 12% du patrimoine mondial, vous imaginez, et je n'aurai pas besoin de le dire, où est-ce que se concentre le patrimoine mondial. Et que donc, nous sommes en train aujourd'hui à la fois de nous féliciter du succès de la Convention, mais nous enracinons une inégalité à laquelle, quelque part, nous tous, nous contribuons. Et donc, il me semble important de prendre conscience, et deuxièmement, de ne pas accepter ce fait. Parce que si nous acceptons ce rapport démesuré et déséquilibré, ça veut dire que nous actons le fait que l'Afrique est un lieu marginal du patrimoine mondial. Or, nous savons tous que non, que ça ne peut pas l'être. Au moins, elle devrait avoir une participation égale, parce que l'idée du patrimoine mondial, et cela a été brillamment dit par ma collègue, son Excellence, Madame l'ambassadrice, quand elle a montré l'importance symbolique du patrimoine et l'importance de l'appropriation des populations par le fait de leur reconnaissance, la reconnaissance du patrimoine dans le système de l'UNESCO. Alors je vais aggraver l'anomalie en vous disant que la liste de l'UNESCO comporte une sorte de liste rouge, en tous les cas de liste par rapport à laquelle il y a un regard particulier, c'est le patrimoine en péril. Donc l'Afrique, avec ses 12% de patrimoine inscrit, concourt à 38%. Ces 12% deviennent 38% de patrimoine en péril. De là, donc, vous comprenez combien la situation est inacceptable. À la fois, il nous faut travailler pour sortir nos sites africains de la liste du patrimoine en péril et travailler à ce que l'Afrique inscrive plus. Si nous laissons la mécanique conventionnelle fonctionner normalement, cet écart ne sera jamais résorbé, voire même il sera accentué, parce que nous connaissons ce qu'il y a déjà dans le pipe et le temps et la technicité exigée pour inscrire des sites. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudra faire? Et c'était ça mon idée, c'est que de faire de vous, alors j'ai écouté Monsieur le Premier ministre tout à l'heure et Madame la ministre ensuite, faisant à partir de ce pupitre un appel à plaidoyer, je me joins à eux pour faire cet appel et faire de vous des acteurs de cette prise de conscience. Il me semble que rien n'interdit à l'UNESCO, sous la pression de la communauté internationale, et cette belle salle en est une très belle représentation, décide d'un moment parallèle au système actuel, c'est-à-dire sans l'arrêter, sans le perturber, sans brimer le droit des autres États à inscrire, et à faire un moratoire en faveur du patrimoine africain qui pourrait prendre 10 ans, et au bout de cette décennie, on n'aura peut-être pas atteint les chiffres d'autres régions, mais en tous les cas, on aura résorbé de manière significative cet écart. Je crois que cela, non seulement l'Afrique nous appelle à le faire, c'est notre responsabilité comme Africains de le faire, et deuxièmement, c'est au cœur même du mandat de l'UNESCO. Il est écrit dans la constitution de l'UNESCO qu'il s'agit de construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. On ne peut pas concevoir une représentation égale, respectueuse, digne de tout un chacun si notre contribution à la culture universelle est si biaisée, si réduite et si non représentative de la richesse de notre patrimoine. Il s'agit que chacun de nous devienne ambassadeur de ce moratoire que l'UNESCO pourrait faire, l'agencement technique et juridique est tout à fait envisageable, en faveur d'une décennie pour le patrimoine africain sur la liste du patrimoine mondial. Je pense, à partir de cette seconde, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas, et vous ne pouvez plus dire vous ne savez pas comment faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Excellence. Leibniz disait « C'est bien de loger la vérité
à l'auberge de l'évidence, à condition de nous en donner l'adresse. Alors, non seulement vous avez pointé l'évidence, mais vous nous avez donné le mode d'emploi. Donc, doublement merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, nous le disions, un volet décisif de notre réflexion est aussi, on l'a déjà évidemment abordé, celui des arts, de leur place, de leur rôle, de leur puissance générationnelle et intergénérationnelle, de leur reconnaissance par les pouvoirs publics. Des arts au cœur du patrimoine et des industries créatives. Et pour en parler, nous allons demander à Marème Malong de nous rejoindre. Marème, vous êtes fondatrice de la galerie MAM à Douala, ouverte en 1995, puis de la fondation MAM. Vous êtes également engagée dans une démarche en lien direct avec le vivant, tout particulièrement à Susa, au sein de la ferme familiale Mara Organique. Vous nous parlerez aujourd'hui de la place de l'art africain, de sa reconnaissance des marchés, de ses collectionneurs, de son rôle possible dans la préservation du vivant, en particulier au regard des savoirs et sagesses millénaires qui en constituent le substrat. Marème Malong. Je dois être la plus petite de l'équipe, moi. Pardon? Je commence, c'est ça? Majesté, Excellence au pluriel, puisque je n'ai que 10 minutes, donc je vais économiser sur les présentations. Organisateur des GNDA, amis et compatriotes. D'abord, je voudrais saluer le propos de Fatimatou, parce que c'est une belle leçon de démocratie que nous a donnée Fatimatou, puisqu'on juge et on évalue les gouvernants. Et je trouve que ça devrait inspirer bon nombre de nos gouvernants. C'était une parenthèse. Le continent, on parle du continent africain, mais finalement, le continent africain, c'est 1,2 milliard d'habitants. Donc, on se rend compte très vite qu'il y a des disparités. Et si on compare, je ne devrais peut-être pas le faire, mais si on devait comparer l'activité culturelle du Bénin et celle du Cameroun, je m'arrête là. Donc, le continent africain, avec ses 1,2 milliard d'habitants, a une histoire commune, certes, mais des trajectoires tout à fait différentes. On assiste aujourd'hui à une sorte d'euphorie Afrique. J'espère que ce n'est pas juste un phénomène de mode. C'est vrai, on a des films au Festival de Cannes, on a un prix Goncourt qu'on célèbre à grand bruit comme si c'était quelque chose de merveilleux et de miraculeux presque. On retrouve ce même engouement au niveau des arts. On se rend compte que le nombre de foires et de biennales a été multiplié par 2. On a à peu près 15 foires, 15 qui sont consacrées, attention, qui ne sont pas forcément dans le, qui ne se déroulent pas dans le continent, mais qui sont consacrées à l'art africain. On constate que la cote de nos artistes a évolué très positivement, mais finalement que le marché de l'art africain a évolué selon un certain nombre de chiffres de 12 milliards à 20 milliards de dollars en 10 ans, 2016 à 2026. Mais est-ce qu'on peut se satisfaire de cela? Au regard d'abord du peu de foires qui se déroulent sur le continent, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a, ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Au regard aussi du petit nombre, très petit nombre de grands collectionneurs. Bien sûr, il y a des collectionneurs, mais quand on parle de collectionneurs, on va parler de Shailon, on va parler de Feu de Colo, pardon. Mais est-ce que tout cela est suffisant? Et surtout, le nombre d'œuvres de nos artistes qui se trouvent dans des musées hors de notre continent. Il y a 5 ans, l'Afrique représentait, je crois, 0,1% du marché des arts. Et on s'est glorifié de l'accession du digital et on s'est dit, bon, avec les ventes via le digital, les équilibres ont changé. Malheureusement, les équilibres n'ont pas changé. On se retrouve toujours avec 36% à peu près du marché de l'art qui est USA, un tiers, 32% ou 33% de la Chine, ensuite les 20% Angleterre, France, et 7% Japon, reste de l'Asie et l'Afrique. Donc c'est dire que le marché des arts en Afrique, même s'il y a ce phénomène de mode, reste encore à construire. On se gardera bien sûr de comparer ce faible pourcentage aux flux financiers qui pourtant traversent l'Afrique. Longue réflexion. Ensuite, je voudrais vous dire juste quelques mots sur la restitution des œuvres d'art spoliées.
Le Bénin, bien sûr, est largement en tête. Le Cameroun est un peu à la traîne. Mais je pense qu'il faudra apprendre à vivre avec cette perte. Parce que quand on parle de restitution, je trouve que le mot de restitution n'est pas vraiment adapté parce qu'on ne restitue pas. Ce qui a été pris ne peut pas être restitué. La véritable dette, en fait, c'est une dette de vérité. Ensuite, je pense qu'on devrait aussi différencier entre les objets ritueliques et les objets sacrés. Quand on parle de resacraliser les objets, on se pose la question, enfin c'est un débat assez courant, est-ce qu'on doit les resacraliser, est-ce qu'on doit les mettre dans des musées, Ça voudrait dire qu'entre-temps, on est resté figé. Ça voudrait dire qu'entre-temps, l'Afrique, qui a cette richesse créative, n'a pas été capable de reconstituer quelque part ces artefacts. Donc, je pense que ce sont des questions aussi qu'on doit se poser et se dire que on ne peut pas dire que nos savoirs traditionnels qui infusent nos sociétés n'ont pas pu recréer quelque part ces artefacts. En fait, je crois que le véritable défi est que la jeune génération doit s'impliquer dans l'invention du futur d'une Afrique qui serait le laboratoire d'une nouvelle humanité ouvert à la pluralité des mondes. L'idée, c'est vraiment pas de se refermer, mais au contraire de s'ouvrir et de créer une sorte d'en commun. On peut dire qu'il y a urgence car on le sait tous, je ne vais pas épiloguer, mais on le sait tous, notre monde se consume. Suite à des comportements prédateurs qui ont pris naissance, on peut dire, avec la colonisation, la nature et les vivants ont été considérés comme des ressources inépuisables. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et surtout, en corollaire de cette prédation, les savoirs ancestraux, les savoirs locaux ont été mis en péril. Les pertes sont incalculables, mais pour autant, ce n'est pas une fatalité et on peut réparer en habitant mieux notre monde. On peut apprendre d'autres manières de lire le monde en puisant dans l'ensemble des archives du monde et particulièrement des archives africaines. L'humanité a certes atteint un niveau de développement technologique inédit. Je regarde Elisabeth qui est dans la salle, elle ne me contradira pas. Donc inédit dans son histoire. Et on doit quelque part utiliser ces outils, ces techniques, l'intelligence artificielle, je ne sais pas trop quoi en dire à ce stade, mais en tout cas, je pense que ça peut être des outils qui peuvent nous servir, s'ils sont bien utilisés. Et puis, les NFT, les blockchains, etc., on doit vraiment envisager aussi comment développer, on a parlé du digital et des réseaux tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut développer la scène artistique à partir de ces outils. Mais pour autant, l'urgence n'est pas de développer ces outils, l'urgence c'est de comprendre que notre patrimoine culturel, ce sont bien sûr nos artefacts, nos mythes, nos contes, mais aussi les rivières, les forêts, les océans et la flore. Moi, j'ai découvert très récemment, pourtant je vis au Cameroun depuis une trentaine d'années, voire plus, que le Cameroun était parmi les 5 pays les plus riches en termes de flore. Et pourtant, quand on va à l'herbier national de Yaoundé, c'est une désolation. Donc, on peut se poser quand même un certain nombre de questions à ce niveau-là. Donc, je disais que notre patrimoine culturel, ce sont aussi nos rivières et nos forêts, surtout. Que la terre dans les cosmogonies africaines est un réservoir de vie, qu'il accueille notre mémoire, qu'il accueille nos ancêtres et que la terre accueille même ceux qui ne sont pas encore nés dans les cosmogonies africaines. De comprendre qu'il n'y a pas lieu de séparer les humains du reste du vivant et du cosmos et que si nous sommes des personnes humaines, la nature comprend aussi des personnes naturelles. De comprendre que nous sommes, comme le dit Achille Mbembe, des passants de la Terre et que la Terre restera, mais nous passons. Nous ne sommes peut-être pas des citoyens, mais en tout cas, nous sommes des passants. La Terre n'est pas un tapis que l'on roule et qu'on peut emporter avec nous. Et ça, on doit en être conscient. On a un droit de visite, mais on n'a peut-être pas un droit de séjour en pillant justement cette terre. Revenons en tout cas aux industries culturelles et créatives. Il nous revient d'assumer pleinement notre rôle dans ce processus qui engage l'avenir de la création africaine. Le préalable, c'est que l'Afrique, qui est quand même la fille aînée de l'humanité, engage l'avenir de la création africaine. Je rejoins ce que monsieur l'ambassadeur disait tout à l'heure, se rassembler autour d'un plaidoyer me semble fondamental. Et à l'issue de ces journées, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une action concrète. Je me retourne vers PDG, puisque nous, on ne l'appelle pas ni Njikam ni Pierre Gaëtan, mais on l'appelle PDG. Je me retourne vers lui pour que même si on doit ressortir d'ici avec une action, mais qu'on ressorte avec une action
concrètes qu'on puisse mettre en œuvre et qu'on profite justement de l'Assemblée qui est là pour mettre quelque chose, même de petit, mais voilà, de le mettre en œuvre. En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit se penser comme notre propre centre et on doit aussi décoloniser nos imaginaires sans pour autant, bien sûr, refuser la fécondation du monde. J'ai un exemple. Pourquoi est-ce que nous, on célèbre le 8 mars avec pertes et fracas, alors qu'on a des femmes sénégalaises, nos sœurs sénégalaises, bon, je suis sénégalaise d'origine, nos sœurs sénégalaises ont, le 7 mars 1820, elles se sont immolées pour se battre contre l'esclavage, et en tout cas les morts qui... Mais on n'est pas capable de célébrer ce 7 mars 1820, on préfère célébrer le 8 mars. Donc il faut quand même nous-mêmes, on se pose quand même un certain nombre de questions. Les ouvrières des États-Unis sont à célébrer, certes, mais est-ce qu'elles sont si proches de nous pour qu'on oublie nos sœurs? Et surtout, on doit sortir de ce tropisme ouest-européen. Par exemple, 95% des Jeux olympiques des Jeux donc, sont euro-américains, alors que les sportifs africains y sont plus que présents et que la discipline, par exemple, de la lutte est totalement absente. Les enjeux culturels, on le voit très bien, sont indissociables du social, du politique et de l'économique. L'économique, on l'a dit tout à l'heure, le tourisme, Monsieur le Premier ministre en a parlé, et l'emploi, bien entendu. Et surtout, au niveau de nos compatriotes, il faudrait qu'ils comprennent que l'art est un investissement rentable. On a créé, je ne le vois pas dans la salle, mais il doit être là, avec Jacques-Jonathan Niemb, un petit cercle de réflexion qui s'appelait « L'art est un investissement rentable ». Et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'adhésion et que finalement, c'était assez compliqué de mobiliser les personnes autour de ce. Et je crois que c'est important. L'esthétique est là, bien sûr. Il est sûr qu'il y a une forme d'adéquation entre acquisition et fortune, mais au-delà de cela, je pense que c'est important qu'on ait une gestion plus holistique de la fortune et que les gens comprennent, que les futurs collectionneurs, les potentiels collectionneurs comprennent qu'il s'agit, on peut transmettre des œuvres d'art de génération en génération et qu'il s'agit d'un actif patrimonial. Le vrai problème, en fait, c'est de structurer le marché des industries culturelles et créatives. Il s'agit de quoi? De favoriser l'accessibilité, les occasions de voir. On sait très bien que les problèmes, je ne vais pas épiloguer sur les problèmes de tracasseries douanières, les problèmes de visa. Je vous donne un exemple simple. La Fondation a une collection d'œuvres d'art, on n'arrive pas à l'assurer. Les assurances nous disent on ne sait pas comment assurer des œuvres d'art. On nous demande de faire un inventaire certifié par un commissaire d'art. On le fait, on est toujours en stand-by, toujours pas d'assurance. Donc voilà, ce sont des problèmes concrets qui nous freinent dans notre développement. Donc je disais, donc, favoriser l'accessibilité, les occasions de voir, accroître la résonance des activités culturelles, et cela s'entend bien sûr de l'amélioration des flux d'informations, tant au niveau national, régional et panafricain. Il est quand même troublant de voir que même entre fondations, même entre galeries, on a très peu de contacts. On oublie souvent les lusophones, on oublie les anglophones bien souvent. Donc comment est-ce qu'on peut tisser une sorte de réseau, de réseau, j'aime pas tellement ce mot, mais en tout cas de rassemblement, de liens, voilà, de liens entre nous pour avancer et comme l'a dit, ensemble on avance mieux. Le temps, d'accord, bon, je vais sauter, donc statistiques fiables, discipline, et surtout, donc je vais élaborer le dernier point, c'est valoriser et protéger les créateurs. Valoriser, c'est-à-dire qu'il faut que les institutionnels cessent de dire que quand ils achètent une œuvre d'art, ils font œuvre de charité, et c'est souvent le cas, ou œuvre sociale. Il faut aussi éviter que les ministères de la culture deviennent des purgatoires pour les ministres qui se sont mal comportés, ou en tout cas qui ont été déchus, ou qui sont inexpérimentés. Les droits aussi liés à la propriété intellectuelle, c'est important. Quand on voit le pillage de majors comme Spotify ou Universal, quand on voit aussi Hermès qui se permet d'utiliser le NDOP sans rétribuer les communautés, tout cela pose quand même problème. Donc voilà, bon, j'avais plein de choses à dire, mais le temps est... Nous voilà déjà au terme de cette traversée patrimoniale, à bien des égards matrimoniale. On n'insiste jamais assez là-dessus.
Et j'aimerais vous livrer, à l'issue de ce brillant plaidoyer, tout à fait complémentaire à celui de M. Rehairi, Marem, vous l'avez très bien dit, plusieurs choses, dont le croisement fécond. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'une ressource enrichie des innombrables fragments que nous entendons dans cette matinée et qui sont évidemment démultipliés hors de ces murs et qui amènent à une question de dissémination et de partage auprès de communautés bien plus larges que celle de la noble assemblée qui nous réunit. Comment amener cela, comment permettre cet accès à des générations qui sont hors de ces murs? C'est tout le travail sans doute des JNDA. Et quand je regarde les termes qu'on pourrait prendre de teranga sénégalaise, de culte des IBJ chez les Yoruba, de breakdance au Maroc, de d'Nkutatash en Éthiopie, de Ngwan chez les Bamoun, de Fiavanana malgache, de Gerewol chez les Peul ou Adaabé, on voit bien qu'on ne dispose pas de ces termes dans un dictionnaire courant. Et je vous annonce une action que nous avons entreprise avec un certain nombre de collègues et amis, plus de 2000 à ce jour. On a décidé de créer un dictionnaire vivant des cultures du monde que vous pouvez trouver en ligne. Il est tout transparent sur 21dialogue21.org et où nous allons rendre hommage à tous ces termes et les amplifier tout en insistant sur l'idée du dialogue interculturel. Parce que, ainsi que nous l'avons dit pour le patrimoine mondial, il y a des ponts à travers le monde, il y a des cultures à travers le monde, il y a des musiques à travers le monde, mais combien sont-elles plus belles lorsqu'elles entrent dans un dialogue vertueux? Et je crois que c'est tout l'objet de nos générations actuelles que d'entreprendre ce travail. Et je conclurai avec un mot d'Aimé Césaire qui nous dit que l'homme de culture doit être un inventeur d'âme. Merci à vous, merci à nos débatteurs que je remercie chaleureusement. Et place à la table ronde suivante dédiée aux bâtisseurs. Merci à vous.